midi à Paris, dans un restaurant pas tout à fait comme les autres. Bonjour. Ici, les clients se servent au buffet, mais le prix des plats n'est pas fixe, car il dépend Ça fait 390 grammes, donc ça fait 10,92 €. du poids des assiettes. Là, le client arrive, on a la balance qui est juste ici, on fait évidemment la tare de l'assiette, et puis après on paye au poids, et chez nous c'est 2,80 € les 100 grammes, peu importe ce qu'on prend. Bon appétit. Voilà. Payer son assiette au poids, le principe vise à limiter le gaspillage alimentaire. Car devant le buffet, forcément, on a la main plus légère. C'est vrai, quand on a une formule tout compris, illimitée, on va tendance à prendre beaucoup, et puis finalement, on va se rendre compte qu'à la fin, on n'a plus faim, il y a la moitié qui reste. Alors que là, c'est vrai qu'on fait plus attention. T'as regardé ce matin, on a eu des courgettes. Élodie et Sherazade se sont rencontrées en école de commerce. Elles ont créé ce restaurant anti-gaspi il y a 2 ans. Sherazade est fille de restaurateur et dans les poubelles, elle a bien vu la différence. On a des poubelles quasiment vides au niveau des retours assiettes. On doit être autour de 1% de perte, donc 5% de perte pour un restaurant classique. Dans leur engagement contre le gaspillage, les 2 jeunes filles vont encore plus loin. Car en cuisine, les légumes qu'elles utilisent ont été sauvés in extremis. T'as vu, les abricots sont immenses. Tous ont de petits défauts de taille ou d'aspect qui les ont rendus invendables sur le marché traditionnel. Et voilà, là on voit sur les abricots, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus gros que ceux que vous avez l'habitude de voir. Il y en a certains, ils sont un petit peu plats. On a des concombres qui ont des petites, qui ont des déformations, qui ont aussi des décolorations ici. Des légumes pas très beaux, mais qui ont un avantage, ils sont 30% moins chers. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir vraiment des produits locaux, bio, à des prix similaires que des produits importés, pas du tout de qualité. Pour ces 2 entrepreneuses, l'anti-gaspi, c'est le modèle économique de l'avenir. Super. Merci beaucoup, monsieur. L'anti-gaspillage, c'est pas quelque chose qu'on fait juste par charité, c'est pas quelque chose qui doit aussi être que le domaine des associations, même si elles font un travail génial. Ce qu'on veut montrer, c'est que d'avoir cette philosophie anti-gaspillage, ça va de pair avec une rentabilité. Avec leur buffet raisonné et leurs légumes un peu différents, Élodie et Sherazade économisent plus de 5 300 € par an et vont ouvrir une 2e adresse à Paris. En France, sur l'ensemble de la nourriture produite, plus d'1 tiers n'atteindra jamais une assiette et sera jeté à la poubelle. Au total, plus de 10 millions de tonnes de produits consommables sont gaspillés chaque année. Ils sont écartés, notamment pour des défauts d'aspect ou parce qu'ils sont trop proches de leur date de péremption. Les bénis, ça bouge pas trop, l'emballage est bon, donc on ne sait pas pourquoi c'est à la poubelle. Qui sont les responsables de ce gigantesque gâchis? Ils sont à tous les étages de la chaîne alimentaire. Les restaurateurs et les commerces, qui génèrent chacun 14% du gaspillage, mais aussi les ménages et surtout l'industrie agroalimentaire et les producteurs, responsables à eux seuls de la moitié des pertes alimentaires. Je jette en un jour plus que ce que je gagne en un mois. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, des hommes et des femmes ont décidé de sauver ces aliments de la poubelle. Le pain a toujours été un produit sacré en France. Il est peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Et ils se démènent pour leur offrir une seconde vie. Tu penses à une asso qui pourrait récupérer 300 kilos de bananes? Ce recyclage alimentaire devient même un nouveau business. On peut manger un produit de qualité, 30% moins cher et qui limite le gaspillage. Rencontre avec celles et ceux qui font de l'or avec nos rebuts. La couleur est belle, c'est parfait. Et pour qui gaspillage rime avec recyclage. Pour nous, le déchet, ça devient une matière première, et c'est la matière première du XXIe siècle.
les grandes surfaces. Dans l'univers des déchets alimentaires, elles sont les premières accusées. Mais ce sont aussi les premières à réagir. À Templeuve, près de Lille, un homme a déclaré la guerre au gaspillage. Thomas Pochet dirige cet hypermarché et depuis 10 ans, il chasse le gâchis dans ses moindres recoins. Vous ferez attention à nos fonds de jambon, ici on les jette pas surtout, on met tout sous vide. D'accord. Merci, bonne journée. Chez les Pochet, on est directeur de grande surface, de père en fils. Mais Thomas, lui, a divisé par 3 le nombre de ses poubelles après avoir eu un électrochoc. Et voilà, ça a commencé comme ça. Il y a une quinzaine d'années, ma grand-mère est venue visiter l'entreprise. À la fin de sa vie, on lui a fait traverser le pays de Bretagne pour venir voir ça. Et elle n'a retenu que les poubelles, je crois. Parce que dans son système à elle, dans ses valeurs à elle, c'était pas possible. Et à la fin de son parcours, elle a dit « Mais moralement, comment vous pouvez tolérer ça ?» Et elle avait raison. Si tu fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du problème. C'est Joe Star qui le dit dans ses chansons. Moi, j'aime bien cet esprit-là. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est faire partie de la solution contre le gaspillage et ne pas être pointé systématiquement comme les responsables. Et les résultats sont là. Sur ces 250 tonnes d'invendus par an, la moitié sont données à des associations et 20% sont transformés sur place. Au final, 70% de ces déchets ont une seconde vie, un des records en France. Sur le terrain, cela passe par des dizaines de petites astuces, notamment aux fruits et légumes, le rayon le plus gaspilleur du magasin, avec 300 kilos de rebut par jour. Ce que moi j'achète pas, je l'enlève. Comme ça, je suis, par exemple, là, vous voyez, il y a un petit peu de coup sur celle-ci. Je dirais elle est un petit peu avancée, un petit peu molle. Je vais la mettre directement dedans. Elle est toujours très bonne, mais pour la vente, elle est plus au top, je dirais. Plus au top, mais encore bonne pour être vendue dans ces paniers garnis, 3 € les 5 kilos. Ça nous évite les frais de mise en décharge. Une cagette de 5 kilos comme ça, si j'étais amené à la jeter, ça me coûterait 50 centimes. Si je la vends, ça me rapporte 3 €. Enfin, vous savez compter comme moi. Si je fais 15 caisses de 5 kilos fois 300 jours à l'année, c'est plusieurs tonnes. On est à presque 15 tonnes de produits qui sont vendus à nos clients. Ça crée de l'attachement aussi à notre magasin. Et en plus, c'est de la lutte contre le gaspillage concrète et commerciale. De même, les bananes détachées de leur régime sont reconditionnées et soldées à moins d'1 €. Et pour les fruits très fragiles, ils sont transformés sur place en smoothie. Le bilan du fruit et légumes, c'est très simple. C'est 15 000 € de chiffre additionnel avec toutes ces petites actions et 22 tonnes de légumes qui sont sauvés. Transformation sur place et déstockage des invendus, la recette miracle anti-gaspi est appliquée à tous les rayons, comme ces sacs de pain de la veille, vendus 2 €. On a un très grand succès. Le plus souvent, un quart d'heure le matin, tout est parti. Très grosse demande. Mais Thomas a dû se confronter à une pratique impitoyable des hypermarchés, la casse. Chaque matin, les salariés doivent enlever des rayons les produits s'approchant de leur date limite de consommation, parfois 6 jours avant, comme les yaourts. La casse représente environ 1 tonne de produits par jour. Au rayon viande, par exemple, Mathieu retire quotidiennement 300 € de denrées. Au début, quand on arrive dans la grande distrib, ça fait bizarre parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de gâchis. Pour un poulet, ça coûte 8 €. On dit on jette 8 €. Si on en jette 15, voilà quoi. La somme, elle commence vite à monter et on se dit c'est des trucs, c'est des animaux qui ont été tués pour rien, quoi. Dans nos équipes, il y a des gens qui sont capables de faire des rapprochements difficiles et de se dire mais en fait je jette en un jour plus que ce que je gagne en un mois. Face à cette charge morale et à ce gâchis, Thomas n'a pu rester sans rien faire. Et dans les réserves, il a organisé la résistance. Voilà, donc ça c'est les derniers colis. Ok. Bonjour. Bonjour. Tous les jours, les produits bientôt périmés sont donnés à des associations d'aide alimentaire. Ce matin, ce sont les Restos du Cœur qui vont récupérer plus de 1 600 € de nourriture.
C'est une bonne ramasse. C'est une bonne ramasse. Et parfois, une petite surprise les attend. C'est arrivé il y a 2 ans. Nous avons eu 2 truffes. C'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est une erreur du magasin, mais on était très contents. On a eu même la chance de le faire voir à des bénéficiaires qui n'avaient jamais vu que c'était une truffe. Ces dons sont soigneusement répertoriés car Thomas va pouvoir récupérer 60% de leur valeur. Un grand merci. Voilà. À votre service. En France, depuis la loi Coluche de 1988, le don alimentaire est défiscalisé. Pour Thomas, il est donc plus rentable de donner que de jeter. Sur ses 120 tonnes de dons, il récupère 250 000 € par an. Mais pour en arriver à ces chiffres, c'est un peu le parcours du combattant. Donner, c'est jamais facile. Il faut trouver l'association, il faut bâtir la convention avec elle, il faut comprendre quels sont ses besoins, comprendre comment ça marche, s'adapter au public aussi, et pouvoir bien les aiguiller, bien les accueillir. Donc c'est un peu d'huile de coude tous les jours et beaucoup de préparation. Sans compter que les associations n'ont pas toujours la logistique suffisante. Comme aujourd'hui, où les bénévoles ont emprunté le véhicule de la mairie. Ces difficultés pour écouler les invendus, certains en ont fait un business. En France, des entreprises spécialisées proposent désormais aux supermarchés de gérer leur surplus. Ils collectent les denrées et organisent eux-mêmes la distribution aux associations. À Paris, près du quartier de Montmartre. Super, très bien. Donc il y a 10 palettes, c'est ça? La société Phoenix est le leader de ce nouveau marché de la seconde vie des aliments. Écoutez, ne quittez pas. Raph, tu penses à une asso qui pourrait récupérer 300 kilos de bananes? Il nous reste juste pas mal de yaourt nature au lait de brebis, et ça part pas très bien. Cette entreprise, aux allures de start-up, a été créée il y a 3 ans. Elle emploie déjà 75 personnes dans toute la France. Tu voulais qu'on se voit sur le truc à Rungis, là Jean Moreau et Baptiste Corvan, 34 ans chacun, ont fondé cette société autour d'une idée, professionnaliser le don alimentaire des magasins. Alors ici, par exemple, c'est l'équipe qui s'occupe des petits commerces de proximité, c'est-à-dire les petites surfaces de quartier. On en a 300 aujourd'hui sous contrat, à Paris, Lyon, Marseille et Grenoble, donc sur toute la France. Et donc on a des collectes quotidiennes, 300 collectes par jour à peu près. Ici, c'est la même chose, un service similaire, mais pour les gros hypermarchés. On a à peu près 500 magasins, sur toute la France aussi. Les 2 fondateurs ont surtout initié un nouveau regard sur les invendus. On a rendu sexy un secteur qui auparavant était vraiment pas attractif, c'était celui des déchets. C'était vu comme un sujet un peu tabou, un peu sale, un peu crado. Et nous, on a fait une activité qui est vue comme noble, puisqu'elle redonne du sens. On a un côté caritatif, solidarité. Voilà, pour nous, le déchet, ça devient une matière première. Et c'est la matière première du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'entreprise développe son activité. Elle va traquer les déchets ou les surplus dans tous les domaines, chez les grossistes de Rungis ou encore chez les agriculteurs. C'est un business qui est florissant, qui se porte bien, puisqu'on est passé de 100 000 à 4 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Et on a encore une petite part de marché. On a 700 magasins sur un parc global en France qui est de l'ordre de 20 000. Donc il y a encore beaucoup de volume à aller chercher et beaucoup d'invendus à aller capturer. La start-up se rémunère en facturant ses livraisons au magasin, mais aussi en proposant sur le terrain des coachings anti-gaspi. Près de Saint-Malo, sur les routes d'Ille-et-Vilaine. Stéphanie Turpin est l'une de ses coachs de la région Bretagne. Sa mission, apprendre à la grande distribution comment offrir une seconde vie à ses invendus. Les grandes surfaces aujourd'hui, c'est un peu comme un gros paquebot et nous on est les petits jet skis. On va plus vite, on est plus agile et on met le nez dans les chiffres. Chose qu'ils font pas forcément spontanément. Aujourd'hui, elle répond à l'appel du directeur de cet hypermarché de Pleurtuis. Bonjour Monsieur Thibault. Bonjour Stéphanie. Vous êtes prêt pour le grand jour? Eh ben oui, on va faire tout ce qu'il faut. La coach lui propose un véritable plan d'attaque.
faire grimper ses dons alimentaires de 10 à 60% en moins d'1 an. Ça me paraît énorme, énorme. Je pense que c'est très ambitieux. On n'est pas assez bon, soit on est nul, soit votre solution est vraiment très performante. On y va. On va se concentrer sur le frais. Stéphanie a repéré les rayons qui gaspillent le plus. Et le premier sur la liste, c'est la boucherie à la découpe, interdite aux dons. Donc là, il n'y a pas de valorisation. Vous n'avez pas de valorisation, il n'y a pas de don. En revanche, moi, ce que je vais vous proposer, c'est quand même de donner à des chenils, des zoos, des fermes pédagogiques. Aujourd'hui, ça repart en retraitement et ça a un coût énorme. Et ça vous coûte. Et ça a un coût. Et là, par contre, si on donne... Voilà, tout à fait. C'est pas valorisé, mais au moins, ça coûte rien. Et par contre, on va continuer là avec tout ce qui est boucherie, volaille, emballé. Donc, si vous voulez bien me suivre, okay. on va aller voir le rayon parce que là on n'est pas bon. Aujourd'hui, on fait rien du tout. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit, non? Si, vous avez le droit. Ah bon? Donc on va aller voir ça ensemble. D'accord, je savais pas. Stéphanie fait donc un petit rappel. Seuls 3 produits sous vide ne peuvent être donnés, les steaks hachés, les abats et la farce. Tout le reste peut être donné. Et à ce moment-là, on va exploser le taux de don. Ça représente combien chez nous? Pour la boucherie emballée, là, on est à 57 000 € d'invendus par an. D'accord. Et sur la volaille aussi, par an, on est à 57 000 aussi d'invendus. D'accord, ouais, donc ça fait plus de 100 000 €. 88 000, excusez-moi. Ah, pardon. Ouais, ça fait plus de 140 000 € par an. C'est énorme. C'est bon pour vous? On passe au prochain rayon? Ah, on va aller au jambon. Pour la coach, à chaque rayon, sa solution. Ici, 3 500 € de charcuterie sont jetés par mois. Alors elle va dégainer son arme de choc, une étiqueteuse pour brader les produits bientôt périmés et ainsi les vendre plus vite. Alors ce jambon, il arrive à date dans 2 jours, donc on va le vendre à prix réduit. Hop. Et on va pouvoir coller l'étiquette sur le produit. Mais pour la grande distribution, solder les denrées a longtemps été tabou. Avant, un point de vente qui faisait toujours moins 50, ça veut dire qu'il ne tournait pas. Donc ils préféraient donner. Aujourd'hui, on est dans une démarche plus éco-citoyenne et on est obligé de faire ça. Lors de son coaching, Stéphanie s'arrête aussi, bien sûr, dans le rayon des fruits et légumes. Et elle met le doigt sur le plus gros problème des étals, les tripoteurs. C'est-à-dire les consommateurs qui meurtrissent les fruits en les choisissant. Là, typiquement, un client a essayé de voir si l'avocat était mûr et il a pressé dessus. Tout simplement, c'est pile poil la trace du doigt. Donc voilà, donc ça c'est un produit invendable. Eh bien ça tombe plutôt bien parce que j'ai une affiche avocat. D'accord. Alors, il faudrait qu'on voit où est-ce qu'on peut les accrocher, mais c'est un avocat qui dit si tu me mets la pression, je vais me broyer du noir. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est sympa, c'est ludique. On a la banane aussi. On ne sait jamais trop dire comment aux clients faites attention. Voilà. C'est des produits fragiles. Les produits frais sont des fragiles. Et là, on lui rejette pas la faute, quoi. Mais on lui dit, voilà, on le sensibilise. Voilà. Et je pense qu'il le prend bien si c'est fait avec humour. Voilà, c'est très bien, on va essayer de mettre ça en place. Cette première séance de coaching se termine. Stéphanie reviendra ici tous les mois, pendant 1 an. Bon, ça a été cette matinée? Ouais, c'est concluant, c'est bien. On n'a plus qu'à bosser maintenant. Ouais. Mais tous les distributeurs jouent-ils le jeu? Que reste-t-il vraiment dans les poubelles des supermarchés? Pour répondre à ces questions, direction les Pyrénées, en Ariège. Faut qu'on soit discret, efficace. On va mettre toute la récup dans la remorque. Bon, allez, c'est parti. Ce groupe s'apprête à plonger dans les poubelles d'une grande surface, d'où leur nom, les gars pilleurs. Ok, feu. Ces militants agissent de nuit et opèrent dans toute la France. Tu vois, là, par exemple, t'as du saucisson montagnard. Bon, ça, c'est parfait. T'as rien, hein? À leur tête, Marco, qui a fondé ce mouvement en s'inspirant des Friganes,
un mode de vie anticonsumériste venu des États-Unis. Là, on a des blinis. On est le 8 juillet. Ah bah tiens, c'est périmé le 11. Donc on sait pas pourquoi c'est à la poubelle. Ouais. L'emballage est bon, on sait pas. Donc on récupère. Et ça, c'est beau, ça. Hein. En fait, le fromage ne se périme pas, hein, faut le savoir. Le but de ces actions, récupérer des denrées consommables jetées par les grandes surfaces et les redistribuer gratuitement le lendemain. C'est juste du jeté gratuit, quoi, en fait, quelque part. Enfin, pour moi, c'est un non-sens de notre société, là, aujourd'hui, ce qu'on vit, quoi. Donc j'essaye de récupérer ce qui est récupérable à cet endroit-là et puis de le faire revivre. Bon, et ça, je peux prendre, à ton avis? Chouquette, parfaite, pâtisserie, on est très très large. Ça, Anne, elle, est là pour la première fois ce soir. De pizza aux oui, anchois, pizza aux anchois, c'est merveilleux avec les petites olives, on en voit aussi. Des amis m'ont présenté cette idée que je trouve formidable. Parce que je trouve que c'est une façon de contribuer à soulager des gens qui meurent de faim. Et je pense qu'en France, il y en a, malheureusement. Donc voilà, moi je me suis dit que j'allais participer à ça. Et cet orthophoniste ne ménage pas ses efforts autour des poubelles. Oh, les carottes. Même si ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Disons que l'odeur n'est pas toujours très agréable, mais bon, on a la capacité de faire abstraction, quoi. Surtout quand on trouve les denrées de qualité. Aujourd'hui, en France, un tiers des produits consommables sont jetés sans avoir été consommés. Ce soir, les gapilleurs ont encore récolté 200 kilos dans ces poubelles. La nouvelle bénévole est sous le choc. C'est impressionnant quand même. Je ne pensais pas qu'on gâchait autant, vraiment. Donc en effet, ça fait vraiment réfléchir. En fait, voilà, je me dis que c'est idiot parce que j'ai été formatée dans le système de consommation dans lequel on est et j'ai fonctionné comme tout le monde. Et puis ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses, quoi. Voilà. Les gapilleurs ont gagné une nouvelle recrue ce soir. Merci à toi. Et tu me dis au courant si jamais il y a d'autres opérations. Ouais, carrément. Mais ils n'ont pas terminé leur mission. Il faut encore donner une seconde vie à la marchandise. Regardez, c'est magnifique. 200 kilos de nourriture récupérée dans les poubelles des supermarchés hier soir. Le lendemain, au centre de la ville de Foix, Marco et son équipe sont à l'œuvre pour dénoncer le gaspillage des grandes surfaces et distribuer la nourriture. Donc si vous avez une petite fringale, salée, sucrée, fruits, légumes, viande, poisson, c'est gratuit. Allez, oh ça c'est gentil, une belle botte de radis comme ça, elle est magnifique en plus. On a du mal à gagner notre pain et voilà, on balance dans la marchandise. Exactement. C'est inadmissible. Marco veut aussi faire comprendre aux consommateurs que tout ce gaspillage ne coûte rien au supermarché. Il est uniquement à la charge du client. Tout ce qu'on a sous les yeux ici, c'est son argent qui est là. Parce que dans le prix du produit, il y a les casses, les pertes et les vols. Donc la grande surface ne perd rien. Mais pour certaines passantes, comme Viviane, le consommateur a le pouvoir de faire changer les pratiques des grandes surfaces. Nous aussi, en tant que consommateurs, on est responsable aussi par notre comportement. On dit souvent que faire ses courses, c'est voter. C'est pour ça que je dis, il faut éduquer les gens. En éduquant les gens, ils vont aller faire leurs courses différemment. En faisant leurs courses différemment, vont influer forcément sur les choix que font les supermarchés quand ils proposent des choses. Et ça fait une chaîne, en fait, à mon avis. Ouvrir les yeux des consommateurs, ces bénévoles s'y consacrent une fois par mois. Mais la seconde vie des aliments ne se limite pas aux dons. Elle peut devenir la source d'une véritable filière économique. Romainville, en banlieue parisienne. Bonjour. Là, on va avoir du melon, des abricots. Colette Rapp a 30 ans. 2 fois par semaine, elle fait le tour des supermarchés de sa ville pour récupérer une denrée précieuse. Précieuse, pas vraiment. Là, on a des fraises qui sont un petit peu abîmées, qui se ramollissent un petit peu. Et donc, les citrons, on en a un qui est abîmé et tous les autres, ils sont encore délicieux. C'est parfait, hein. Voilà, là, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. La jeune fille fait partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés qui essaient de recycler les rebuts alimentaires pour les remettre sur le marché. Oh, ça va aller, merci. Ça va aller ? Ouais, merci. À la prochaine, Colette. Au revoir. Le seul avantage de cette nouvelle économie, pouvoir récupérer sa matière première gratuitement.
Non, les fruits, on les a donnés en partenariat avec le magasin. Puis nous, on va pouvoir les utiliser maintenant. Mais Colette doit encore faire le tour d'une demi-douzaine de magasins pour rassembler une quantité suffisante de fruits abîmés. Cette collecte lui prend 2 jours entiers par semaine. Alors, une fois son chariot plein, il va falloir qu'elle le valorise au maximum. Salut les filles! Regardez ce que j'ai. Qu'est-ce que ça vous inspire? On fait fraise orange ou alors fraise pêche. Les deux, ça marche bien. Colette a créé ici, il y a 2 ans, sa propre activité. Avec 2 salariés, dans cette cuisine associative, elle fabrique des confitures à partir de fruits invendus. Soit fraise. Aujourd'hui, on part sur fraise orange et banane melon citron. C'est homologué ça? C'est assez original, mais en fait, ça marche très bien ensemble. En fait, grâce à la créativité de Colette, qui est notre confiturière, à chaque fois qu'on fait une collecte, c'est elle qui décide quelle recette on peut faire. Donc on a jusqu'à 150 recettes en ce moment. Donc voilà, en fonction des fruits qu'on a récupérés. Mais ces fruits trop mûrs, même gratuits, ne sont pas un cadeau en cuisine. C'est un peu plus long de travailler les fruits abîmés parce que c'est un travail minutieux d'enlever toutes les parties qui sont pas bonnes, de toutes les regarder les uns après les autres. Ok. Et comme ça, voilà. Et là, on n'a plus que ce qui est bon. S'approvisionner en produits invendus, c'est donc un vrai choix philosophique, plus qu'une bonne affaire financière. Aujourd'hui, d'acheter des fruits qui arrivent de chez un producteur tout beau, tout frais, ça me reviendrait moins cher que tout le travail de collecte que je fais toutes les semaines. On y va? Engagée volontaire, Colette a passé, une par une, toutes les épreuves pour fonder son entreprise. J'ai fait une formation, un CAP cuisine et une formation aussi de transformation des fruits pour les agriculteurs. Pour faire des confitures, il n'y a pas vraiment d'âge. Aujourd'hui, l'activité de Colette est subventionnée car elle a le label d'entreprise d'insertion. La société n'est pas encore rentable, la confiturière ne se paye qu'au SMIC, mais elle est fière de travailler dans le recyclage alimentaire. Parfois, c'est un peu décourageant parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place. Et parfois, le petit travail de fourmi, on se demande vraiment si ça a du sens. Mais derrière, quand on voit ce qu'on crée, c'est hyper stimulant. Son travail de fourmi a déjà sauvé de la poubelle plus de 7 tonnes de fruits. On va mettre en pot, Louise. Colette produit environ 2000 pots de confiture par mois. Ça sent bon. Et elle a l'ambition de passer à 10 000. Reste à trouver de nouveaux débouchés pour ces confitures au nom évocateur, rebelles. Bon, c'est parti. Salut les filles, à plus tard. En fin de journée, Colette est de retour au supermarché où elle avait récupéré ses fruits invendus. Mais cette fois, c'est pour installer ses confitures en rayon, vendues 3,90 €. La boucle est bouclée puisque les confitures reviennent en magasin. Et on a allongé la durée de vie du produit de 2 ans. Ah, bonjour, ça va bien? Karine Viel est la directrice du développement durable de l'enseigne. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est beau. Alors, c'est quoi les recettes du moment? Là, on a les nouvelles recettes, la banane orange. Elle a dit oui au projet de Colette, car elle trouve que ces confitures sont dans l'air du temps. La douceur de la fraise et en même temps, il y a l'acidité de la clémentine, c'est super bon. Acheter des produits qui ont du sens, aujourd'hui, c'est ce que les clients attendent. Donc voilà, c'est anti-gaspi, social, local, donc c'est une super aventure. On est très heureux de travailler avec elle. Avec ce partenariat, l'entreprise de Colette a désormais les reins solides. Mais de manière générale, l'économie de la seconde vie des aliments reste fragile et peu rentable. À Paris, un entrepreneur s'est penché sur ce problème. Franck Valette est ingénieur et il a passé au crible le modèle économique du recyclage alimentaire.
Dans ce business, effectivement, il y a un problème, c'est les coûts de collecte. Parce que quand vous collectez des denrées pour les revaloriser, il va falloir un camion, il va falloir quelqu'un pour conduire le camion. Et ça a un coût. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait éviter ce coût-là. Et pour ce faire, permettre à chacun de revaloriser les denrées en surplus là où elles sont. Allez. Franck a eu une idée de génie. Commercialiser cette mystérieuse machine qui permet à des boulangers de transformer sur place leur pain rassis. J'ai choisi d'offrir une seconde vie au pain pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un élément symbolique en France. C'est une denrée qu'on n'a pas envie de jeter. Par contre, le constat, c'est qu'il y en a des tonnes qui partent à la poubelle tous les jours. Et troisième chose, c'est une matière première très qualitative. Alors pourquoi ne pas utiliser le pain dur pour en faire des recettes? Un concept révolutionnaire qu'il doit désormais tester auprès des professionnels. Bonjour. Allez. Le boulanger Didier Lavry donne déjà du pain aux associations, mais il en jette encore beaucoup. Ah là là, c'est bien triste tout ça hein, quand même. Alors on a de la perte tous les jours. Combien à peu près? Allez, on va dire si on peut parler d'une vingtaine ou une trentaine de baguettes par jour de moyenne. Voilà. Ça fait très mal au cœur. Finis ton pain. Tant que tu n'auras pas fini ton pain, tu n'auras pas le droit de te lever de table. Le pain a toujours été un produit sacré en France. On n'a pas le droit de gaspiller. Donc une machine comme ça qui nous apporte une solution, pourquoi pas essayer? Ah ben la voilà notre belle bête. Donc on y va. Alors, on lance la machine. Hop. Le secret de cet appareil, appelé le crumbler, est de broyer les pains rassis pour en faire de la farine recyclée. C'est incroyable, hein, c'est fin, on va dire, c'est vraiment de la chapelure. C'est très très bien. Vous pouvez le faire vous-même avec votre hachoir ici? Non, on n'a pas la puissance de ces appareils-là. On va dire, nous, nos hachoirs, même si c'est des hachoirs professionnels, pas pour faire des trucs aussi fins et aussi réguliers. Ah oh, c'est superbe, hein. Alors voilà la recette. Ah ben c'est bien ça. Franck propose aussi aux boulangers des recettes de cookies ou de muffins pour valoriser cette chapelure. On va prendre 250 grammes de poudre de pain. Ces recettes, c'est l'ingénieur qui les a concoctées lui-même dans sa cuisine. Et pour finir, 90 grammes de pépites de chocolat. Alors, le jeune homme est impatient d'avoir l'avis d'un professionnel. C'est beaucoup plus friable que de travailler avec de la farine, ça c'est clair et net, on va dire. Mais on va dire non, j'aime bien. Bon allez hop, on est parti pour 12 minutes. C'est parti. Pour le verdict, il faudra attendre la fin de la cuisson. Ah ben, je vais te dire, ça sent bon. C'est déjà un bon début. Ah ouais, c'est déjà pas mal, comme tu dis. Il n'y a plus qu'à goûter? Oui, il n'y a plus qu'à. Allez. C'est super croustillant, c'est vraiment ça reste moelleux et c'est vraiment croustillant, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une bonne texture. Hein. On sent pas du tout qu'il n'y a pas de farine. Franchement, je m'attendais quand même pas à avoir un résultat aussi agréable hein, au palais. Mais là, bien. Hein. Le moelleux fait plutôt le cookie américain. Afin de valider ces cookies seconde vie... Madame, est-ce que vous voulez goûter une innovation culinaire? Oui. Et un ingrédient mystère. L'ingénieur souhaite tester aussi les réactions des clients de la boulangerie. Il y a du caramel ou... Non. Il n'y a pas des corps d'orange, des choses comme ça? Non, du tout. Avec la farine de pois chiche ou... Non, c'est pas Oh, je reconnais rien là. C'est ce que vous tenez dans vos mains en fait. Du pain? Exactement. Ça n'a pas le même goût, hein? C'est du pain? C'est du pain, tout à fait. C'est le pain qui n'a pas été vendu hier. Génial, c'est très bon et c'est une super idée. Ça, je pourrais très bien en acheter. Ça me rebuterait pas du tout de savoir que c'est du pain de la veille recyclé. Pour sa machine et ses recettes, Franck a prévu des tarifs allant de 100 à 500 € par mois. Mais pour l'instant, il est en phase de test dans les grandes surfaces ou chez les boulangers. La machine, c'est simple. On sait qu'on va économiser tant sur la farine, on sait qu'on va économiser pour la planète. Mais si le coût est 2 fois plus important, personne n'acceptera de le faire. Voilà. Je crois qu'il faut à un moment, il faut devenir réaliste.
Donc voilà. Allez. Bon, bah, merci Didier. Bon courage. À et à bientôt bientôt. et bon test. Au revoir. En attendant que la machine de Franck fasse ses preuves, tous les métiers de bouche continuent de jeter quotidiennement de la nourriture consommable. Pâtisserie, sandwicherie, mais aussi restaurants, traiteurs ou encore primeurs. Pour sauver toutes ces denrées périssables, il existe un nouveau moyen. Et il se trouve sur votre téléphone. Aujourd'hui, des applications comme Optimiam ou Too Good To Go proposent de casser les prix des invendus du jour. Chez les commerçants, en fin de journée, les consommateurs récupèrent des lots, comme Adeline, qui va ce soir chercher un plat de sushi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens chercher ma commande, j'ai un panier. D'accord. Et pour payer, il suffit de présenter son téléphone. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je retourne la boîte. Adeline va découvrir les plats qui restent sur les bras de ce restaurateur. Parfait. Dans la boîte, il y a 6 sushis, il y a 4 sushis saumon, 2 sushis thon, 6 californiens avocats saumon. Super. Pour le sushi, si on coupe le poisson, donc ça reste quelques heures. Donc pas maximum un jour. Et puis lentement, c'est fini. On préfère qu'il donne le client pour ne pas jeter des produits. Adeline fait aussi une bonne affaire car elle paye ses sushis moitié prix, 6 € la boîte. Super. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Les petits commerces se mettent donc doucement à la philosophie de la seconde vie des produits. En revanche, les ménages sont toujours parmi les plus gros gaspilleurs de la chaîne alimentaire. En moyenne, ils jettent 8% de la nourriture qu'ils achètent. Il faut absolument faire les champignons parce que sinon ça va être plus très bon. Chez Adeline, on est loin de ce chiffre. Cette maman de 2 enfants essaye de jeter le moins possible et en cuisine, là encore, elle utilise son téléphone anti-gaspi. Il me reste de la dinde qui va être bientôt périmée. J'ai des champignons qui ont besoin absolument... Je ne peux pas du tout les manger crus parce qu'il faut absolument les cuire, sinon ils vont être gâchés. J'utilise donc l'application Frigo Magique qui me permet, avec tous les ingrédients que j'ai en fond de frigo, que j'ai régulièrement dans mon réfrigérateur, d'imaginer des recettes un peu originales qui me permettent vraiment de ne pas gaspiller ma nourriture. Ah, tu sais quoi, Constant? On peut faire de la dinde taille. Oh ouais. Cette maman connectée trouve aussi des idées sur Internet pour cuisiner sans jeter. Ce soir, elle recycle les fans de ses radis pour en faire une petite soupe. Je pense que je gagne pas mal d'argent parce que entre les applis anti-gaspi et mes trucs et astuces pour pas jeter de la nourriture et la réutiliser, je dois gagner plus de 50 € par mois minimum. Je connais des gens qui jettent très facilement, je sais pas, des pommes parce qu'elles sont un tout petit peu gâchées, ou de la viande parce qu'elle est périmée le lendemain. Le gaspillage alimentaire coûte 640 € par an à une famille de 4 personnes. Alors, ce soir, on a quelques sushis. Ah, super. Adeline a converti toute sa famille à la cause de la seconde vie des aliments. Bah, franchement, moi, pas la différence. C'est exactement le même goût qu'avec des sushis qui pourraient être achetés là où on va habituellement. Et c'est pour ça que je trouve ça bien, franchement, cette idée de récupération. La récupération, pour les jeunes générations, le principe va de soi. Du temps de nos grands-mères, ce gâchis n'existait pas. Et chaque aliment avait une seconde chance. Ce savoir, certains l'ont ressuscité. Tu frottes sur la chaussure, tu vois? Comme ça? Oui. Tu vois que ça le nourrit, le cuir? Ça sent la banane. Marie Cochard est écrivain, mère de 2 enfants. Dans sa maison, sur le bassin d'Arcachon, tout peut avoir une seconde vie, comme ces pots de bananes qui servent de cirage. Après, on les met au compost. Ah oui.
C'est tombé dans les oubliettes, mais autrefois, il n'y avait pas de camion poubelle qui passait. Les gens savaient très bien tout réemployer pour un autre usage, en fait. Donc, que ce soit alimenter les poules, que ce soit utiliser voilà, une peau de quelque chose comme des écorces d'agrumes pour allumer le feu. Donc, voilà, il faut juste retrouver ce bon sens-là. Allez, viens, tu me suis ? Ce bon sens, Marie l'a retrouvé en enquêtant auprès des anciens dans tous les pays du monde. Depuis, elle ne jette plus rien, pas même ses pelures d'oignons. Je vais faire une pâte brisée et je vais ajouter ma petite poudre d'oignon dedans, de façon à bénéficier des antioxydants. Donc ça, c'est un truc qui vient de Turquie. Ils ont trouvé cette astuce pour recycler les pelures. Sa cuisine est le royaume du recyclage. Son marc de café finit dans les plantes et sert aussi de gommage pour le corps. Pour Marie, rien ne se perd, tout se transforme, sauf 2 aliments. Il y a les feuilles de tomates qui peuvent parfumer un bouillon mais qui sont absolument pas comestibles, qui sont toxiques, et les feuilles de rhubarbe qui sont toxiques. C'est tout. Tout le reste peut trouver, les peaux de melon peuvent être confites et servir de friandises, on fait ça en Iran, les peaux de pastèque aussi, les pépins de melon on les consomme en Chine comme des petits encas, on les grignote, enfin tout peut trouver une seconde vie quelque part en cuisine, au jardin ou dans la salle de bain. Mais Marie ne s'est pas arrêtée à ce recyclage systématique. Pour limiter son gaspillage, elle a décidé de se passer de son frigo, qu'elle a remplacé par un garde-manger. L'arrivée du frigo, ça a été le début du gaspillage alimentaire. Le fait qu'il y ait toute cette abondance et qu'on ait un frigo rempli, inévitablement, on va jeter des choses parce qu'il y a trop. Et du coup, on a perdu le côté précieux de l'aliment. Pour raconter cette expérience, elle a écrit un livre. Alors, dans le quartier, elle suscite la curiosité des voisines, comme Claire. Coucou Marie. Claire, ça va? Et toi? Oui, bien. Bon, je ne tenais plus. Fallait que je vienne voir. Comment fais-tu? Je te montre. Donc maintenant, on a un garde-manger. Voilà la bête. Marie a changé sa façon de faire ses courses. Et elle a dû trouver de nouvelles astuces pour prolonger la vie des aliments, comme ces légumes qu'elle conserve avec de l'eau. L'idée, c'est de maintenir en vie. Donc, j'ai ma petite salade qui trempe dans l'eau. J'ai mes petits aillets qui trempent dans l'eau. Et ce qui est magique, c'est que ça, par exemple, c'est des petits poireaux que j'ai mis dans l'eau il y a 1 journée et demie. Et ils ont déjà repoussé de 2 ou 3 cm. Autre combine, déshydrater ces légumes ou fruits au lieu de les jeter. Ça décuple leur saveur. Ou encore ranger ces aliments en fonction des gaz qu'ils émettent. En fait, les 2 fruits qui dégagent de l'éthylène, donc ce gaz qui accélère le pourrissement, oui. Ce sont les pommes et les bananes. D'accord. Donc eux, je les mets à part et je les laisse pas avec les autres fruits. Et après, tu vois, oignons et pommes de terre, il vaut mieux éviter de les mettre ensemble puisque les oignons dégagent également un gaz qui va faire germer les pommes de terre. Par contre, tu peux prendre une petite pomme et la mettre avec tes pommes de terre. Du coup, ça va éviter qu'elles ne germent trop vite. Donc c'est bon à savoir quand même parce qu'on a oublié tout ça finalement. Allez, viens. Avec ce mode de vie, les poubelles de Marie sont pratiquement vides. Et les rares aliments qui restent, les poules en font leur affaire. Elles adorent le melon. Mais si les consommateurs commencent à changer d'attitude, qu'en est-il des 2 autres principaux acteurs du gaspillage, les agriculteurs et les transformateurs, responsables de plus de la moitié des pertes alimentaires? Au pied des Alpes, à Albertville. Bon, Marc, on fait un petit tour? Ouais. À la tête de 220 hectares de vergers, Thomas Le Prince et son fils Marc sont producteurs de pommes. Mais cette année, les fruits sont un peu disgracieux. Il n'y en a pas une de belle, pas une seule. Non, il n'y en a pas une seule. Ouais. Non, ça va être la pire année qu'on ait jamais eue. Un autre gel, un autre gel, un autre gel. Quand on voit les pommes, il n'y a personne qui veut acheter des pommes qui soient toutes gelées, toutes déformées.
Le gel a fait tout le tour de la pomme lors de la croissance et du coup a laissé une marque sur le fruit. Donc gustativement, il n'y a rien de mauvais, mais après au niveau visuel, c'est invendable. Sur ces 3-4 arbres, les pommes ont un petit peu moins morflé, mais elles n'ont pas de couleur. Après, c'est un autre défaut aussi, c'est que si c'est pas coloré, ça ne va pas au consommateur. Il faut qu'il y ait de la couleur. Mais l'aspect de la pomme n'est pas le seul critère qui rend le fruit invendable. Il y a aussi le standard de la taille. Ici, cette trieuse classe les fruits selon leur poids. Le marché est hyper pointilleux en la matière. Il prévoit plus de 18 calibres différents. Et pour les recaler, c'est là que ça se passe. Il n'y a personne qui voudra acheter une petite pomme comme ça, à moins peut-être pour faire une dînette, mais c'est un autre marché sur lequel on n'est pas encore. En France, les fruits ou les légumes invendables représentent en moyenne 15% de la récolte, auquel il faut ajouter 5% qui restent dans les champs. Au final, c'est donc près de 20% de la production agricole qui est perdue. Un désastre écologique et économique. Ça me fait mal au cœur et ça me fait mal au porte-monnaie aussi. Face à autant de pommes en marché, on serait mort si on n'avait pas trouvé la solution. Cette solution, la voici. Les arboriculteurs ont développé sur leur propriété une véritable usine de transformation pour leurs pommes invendables. Guillaume, t'en as fait combien aujourd'hui? On doit être à 7000, peut-être 8000. D'accord. Compotes, confitures, jus de pommes ou encore ces petites gourdes très à la mode, autant de seconde vie offertes à 2500 tonnes de rebut par an. On est un des rares en France à faire la transformation à partir des produits produits par nous-mêmes. On ne se fait pas un transformateur comme ça du jour au lendemain, il faut un savoir-faire, un métier de longue date. Les producteurs ont investi 4,5 millions d'euros et ont vu bondir la rentabilité de leur entreprise. La transformation nous a sauvés parce que sur les produits transformés, la marge qu'on dégage à la fin est plus importante que sur les produits frais. Sur les fruits frais, on va faire 1 ou 2% de résultats quand les années sont correctes, alors que sur les produits transformés, on va arriver à avoir des résultats à 20%. En France, la plupart des agriculteurs n'ont pas la chance de transformer eux-mêmes leurs invendus. La seule solution, les écouler auprès de l'industrie agroalimentaire, mais les prix d'achat sont dérisoires, moins de 20 centimes le kilo, 5 fois moins que le prix du marché. Ces défauts d'aspect qui condamnent les fruits et légumes, depuis quelques années, c'est tout le combat d'un homme. Il y a 4 ans, Nicolas Chaban créait le collectif Les Gueules Cassées autour d'un petit logo souriant et édenté. Cette étiquette permettait de vendre en supermarché des fruits imparfaits ou hors calibre, mais 30% moins chers. Malheureusement, une fois l'effet médiatique passé, la mobilisation des supermarchés comme des agriculteurs s'est émoussée et l'opération est un peu tombée dans l'oubli. Mais Nicolas ne s'avoue pas vaincu. Il veut continuer à sauver coûte que coûte les aliments de la poubelle. Il a décidé de s'attaquer à un nouveau secteur du gaspillage, celui de l'industrie agroalimentaire. Ah bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, ça fait trop de temps. Pour cette fromagerie située en Normandie, Nicolas a imaginé une boîte de camembert avec son fameux petit logo et il vient vérifier si les ventes sont bien au rendez-vous. Ouais. Combien de camembert depuis le début qui ont été... Aujourd'hui, c'est vrai que là, ça se tasse un petit peu. Il y a 2 ans, la directrice de cette usine, Émilie Fléchard, a contacté Nicolas. Elle souhaitait valoriser ses nombreux camemberts déclassés. En effet, dans cette entreprise familiale, les fromages au lait cru sont moulés à la louche. Un geste ancestral, presque un art. Mais ces produits fabriqués à la main sont forcément un peu irréguliers. Ça, c'est des écartés, ça. Voilà, bah donc là, on voit bien. Franchement, celui-là, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Celui-ci, il est amoché. Ce qu'on a le
plus souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle la casquette. Vous voyez, c'est cela. Donc quand on le voit, on voit bien, en fait, qu'il y a un côté qui est plus important que l'autre. Voilà, on voit bien là. Voilà. Ah, ok. C'est étonnant pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des camemberts qui nous paraissent tous... on a tous envie de les manger, quoi. Sur les 650 000 camemberts qui sortent ici à l'année, 65 000 sont écartés de la vente en supermarché pour des défauts d'aspect. Ils ne respectent pas le cahier des charges AOP ou les exigences de la marque. Là, vous ne faites pas un peu de zèle? Alors, c'est pas qu'on fait du zèle, on est sur le camembert de Normandie avec toutes ses lettres de noblesse. Et je pense que c'est vrai qu'on s'est mis des exigences de qualité, donc on est plus positionné sur un produit haut de gamme, quoi. L'industrie agroalimentaire déclare jeter 5% de ses denrées consommables. Pour Nicolas Chaban, les pertes s'élèveraient plutôt à 10%. Grâce à leur packaging à la pomme édentée et à leur prix 30% moins cher que leurs grands frères, ces produits déclassés vont donc retrouver le chemin des supermarchés. Il y a des grandes marques là qui sont en train de faire cette démarche. C'est presque philosophique, quoi. Hein. Mais ce dont on est sûr, c'est que les consommateurs des produits aussi bons, moins chers, qui limitent le gaspillage, ils les achèteront. Moi, je suis certain que l'industrie agroalimentaire va arriver à faire ce virage. Pourquoi? Parce que c'est le consommateur qui décide. Aujourd'hui, seule une vingtaine de produits sont vendus sous ce logo. Alors le succès de cette initiative n'est pas encore assuré. Pour valoriser les invendus, quels qu'ils soient, il n'y a donc pas de solution miracle. Dans la lutte pour la seconde vie des aliments, les consommateurs ont le rôle principal. Car ce sont eux qui, par leurs achats, feront croître ou pas les nouvelles filières du recyclage alimentaire.